Huawei devait être morte alors qu'il est. L'entreprise a dû affronter des sanctions plus nombreuses et plus importantes que toute autre grande entreprise ces dernières années. Mais regardez leurs revenus. Non seulement ils ne sont pas morts, ils sont essentiellement revenus à leur pic précédent de 2020 quand les sanctions ont été appliquées. Regardez aussi leurs bénéfices. Ceux-ci n'ont jamais vraiment tombé en dessous d'une marge de 5% globalement. Cela signifie que même pendant les années les plus folles, ils n'ont au moins jamais perdu d'argent sur le papier. Oh, et regardez aussi ce téléphone, le Pura X, qui n'est pas seulement un nouveau facteur de forme expérimental, ce qu'une entreprise au bord de la mort ne pourrait certainement pas se permettre de risquer, mais c'est aussi un téléphone qui a lancé avec HarmonyOS Next. C'est un véritable nouveau système d'exploitation que Huawei a construit pour lui-même à partir de zéro pour remplacer Android, Windows et tous les autres systèmes étrangers qu'ils ont historiquement utilisés. Le trimestre dernier, Huawei a également réussi à reprendre la première place dans son pays d'origine, la Chine, ce qui signifie qu'après sa chute il y a 5 ans, c'est maintenant le leader du marché des smartphones dans le plus grand marché téléphonique du monde. De plus, leur croissance ne se fait pas sur le dos d'appareils bon marché, mais de plus en plus sur celle d'authentiques produits phares. Dans le segment premium, en Chine, leur plateforme appelée Harmony a plus de 2 fois plus de parts de marché que toutes les marques Android réunies. Et elle a également rapidement pris des parts à iOS, selon Counterpoint. Et en plus de cela, Huawei a également continué à élargir massivement son portefeuille d'appareils. De plus, ils sont entrés dans de nouveaux segments commerciaux, comme les logiciels de conduite autonome pour les voitures, les puces IA et bien d'autres. Ils ont fait un énorme retour qui a été rendu possible par la combinaison d'une ingénierie vraiment intéressante, de beaucoup d'aides de l'État chinois et aussi de graves erreurs stratégiques des États-Unis, à mon avis. Avant les interdictions qui ont commencé en 2020, Huawei était un géant absolu. Leurs revenus ont atteint près de 900 milliards de yuan chinois, soit environ 120 milliards de dollars. Et pour le contexte, cela signifie qu'ils avaient à peu près autant de revenus il y a 4 ans que Nvidia en a réalisé cette année après son énorme boom de l'IA. Leur plus grand segment d'activité était ce qu'ils appelaient le consommateur, qui était essentiellement les téléphones, les tablettes, les montres et autres. Et avant l'interdiction, ils ont même brièvement réussi à devenir la marque de smartphone la plus vendue au monde. Ils ont très brièvement battu Samsung pendant les pénuries de la pandémie. Leurs marchés les plus forts étant la Chine et l'Europe. Huawei était même la seule marque Android en dehors de Samsung qui a réussi à fabriquer ses propres puces pour leurs téléphones. Et selon tous les comptes, elles étaient aussi très compétitives. Pour comprendre le retour de Huawei, vous devez vous souvenir de comment cela a commencé et pourquoi c'est si controversé parmi les politiciens américains. Voyez-vous, Huawei a été fondé en 1987, à Shenzhen, par cet homme. C'était un ingénieur qui travaillait dans le corps du génie de l'armée de libération du peuple. Mais ensuite, il a quitté l'armée et a commencé avec environ 21 000 yuan, ce qui représentait environ 5 000 $ à l'époque. Le premier vrai produit de l'entreprise n'était pas un smartphone, ou même une station de base. C'était un simple commutateur hôtel, essentiellement la boîte qui relie les téléphones dans les chambres d'hôtel. À l'époque, la Chine rurale avait désespérément besoin d'équipements de télécommunication. Alors que les entreprises occidentales se concentraient uniquement sur les grandes villes, Huawei a sauté dans la brèche. Le fondateur a poussé une culture d'essayer les choses, de les casser et de les reconstruire. Et dans les années 1990, il a même fait venir IBM pour aider à façonner les systèmes Huawei pour la chaîne d'approvisionnement, la R&D et la qualité. Et cette discipline combinée avec le massif développement des infrastructures en Chine a transformé Huawei en leader national de l'équipement de réseau. Et c'était bien avant les années de gloire de son smartphone. Maintenant, l'une des choses les plus intéressantes à propos de cette entreprise, que beaucoup de gens ne savent pas réellement, c'est ce concept du président tournant. Ils ont 3 dirigeants seniors qui se relaient pour diriger l'entreprise pendant 6 mois à la fois. L'idée derrière cela vient en fait de la nature. Pensez aux oiseaux qui volent en formation en V. Ils font tourner qui volent à l'avant pour que personne ne se fatigue trop et que tout le groupe puisse aller plus loin ensemble. Huawei applique la même logique. En faisant tourner le leadership, aucun cadre exécutif en dehors du fondateur ne détient le contrôle permanent. Et cela maintient l'entreprise flexible, équilibrée et moins dépendante d'une seule personne. À la fin des années 2010, Huawei n'était pas seulement une marque de téléphone, elle était devenue le plus grand fournisseur d'équipements de télécommunications au monde, un titre qu'elle détient toujours aujourd'hui. En 2023, le cabinet d'études Dell'Oro a estimé que Huawei capturait environ 30% des revenus mondiaux de l'équipement de télécommunications. C'est plus que Nokia et Ericsson réunis, même avec une forte pression américaine contre elle. Huawei a signalé près de 100 milliards de dollars de revenus pour 2023, et l'entreprise dit qu'environ un quart de cela, près de 23 milliards de dollars, est allé directement à la recherche et au développement. Donc, plus de la moitié des employés de Huawei travaillent réellement en R&D. C'est un énorme investissement et il a joué un rôle énorme dans l'avenir de l'entreprise. Vous pouvez vous demander pourquoi exactement les États-Unis ont-ils sanctionné Huawei plutôt que d'autres entreprises? Eh bien, il y a 2 raisons principales, largement parce que les gens ne savent pas vraiment qui possède cette entreprise. Huawei dit que c'est une entreprise détenue par les employés par le biais d'un plan de participation interne aux actions, le fondateur ne détenant qu'environ 1
à 2%. Mais voici le problème. Légalement, ces actions des employés sont enregistrées sous un comité du syndicat à l'intérieur de l'entreprise. Et cette structure est très différente de la façon dont les entreprises occidentales le font. Et c'est pourquoi les étrangers disent souvent que la véritable propriété de Huawei est floue et difficile à déterminer. Mais ce n'est pas seulement une question de qui détient les actions. Les gouvernements occidentaux s'inquiètent également de la loi chinoise sur la sécurité nationale de 2017, dont l'article 7 stipule que toutes les organisations et tous les citoyens doivent soutenir, aider et coopérer aux efforts de renseignement national. Maintenant, Huawei dit qu'elle ne créerait jamais une porte dérobée dans les réseaux, mais les critiques disent que la loi ne laisse pas le choix, si on le lui demande. Et cette tension, la perception par rapport à la réalité juridique, est au cœur du débat sur la sécurité ici. Le même débat qui a amené le Royaume-Uni et d'autres pays à ordonner à Huawei de se retirer des cœurs de la 5G et finalement des réseaux 5G. La deuxième raison, à mon avis, c'est principalement la concurrence que cela apporterait au marché. On a vu ça se jouer dans l'industrie des panneaux solaires. Les fabricants chinois inondent le marché avec des panneaux solaires bon marché mais performants comparés aux fabricants américains et européens sur le plan des prix. C'est pareil aujourd'hui avec Tesla et BYD. La vraie raison pour laquelle l'Occident ne veut pas de BYD, c'est que Tesla veut garder sa part de marché. Donc en 2019, les États-Unis mettent Huawei sur la liste des entités. Et ce geste a bloqué l'entreprise de l'utilisation de la technologie américaine, y compris les services Google Mobile. Maintenant, comment pouvez-vous utiliser votre téléphone Huawei si vous ne pouvez pas obtenir vos applications du magasin Android? C'était le défi auquel elle était soudainement confrontée. Mais le coup le plus dur est venu en 2020, quand Washington a resserré les règles sur les outils de fabrication de puces, ce qui a rendu presque impossible pour Huawei d'obtenir des processeurs avancés. Maintenant, la plupart des entreprises conçoivent leurs propres puces, mais elles ne les fabriquent pas. Au lieu de cela, elles s'appuient sur des fonderies, ces énormes usines comme TSMC à Taïwan ou Samsung en Corée du Sud. Ce sont eux qui construisent les puces, et ces usines dépendent fortement de l'équipement américain. Mais une fois les restrictions en place, elles ne pouvaient légalement plus fournir Huawei. Le résultat a été dévastateur. L'activité des smartphones premium de Huawei s'est effondrée. Peu après, les pays d'Europe et d'autres alliés ont commencé à interdire ou à éliminer complètement l'équipement Huawei. Elle a lancé son propre système. Elle a lancé Harmony OS et s'est appuyée sur son propre magasin d'applications App Gallery. Il est facile de rejeter un système d'exploitation fait maison, jusqu'à ce que vous voyez l'échelle. En 2022, Huawei a signalé 580 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur App Gallery, la positionnant comme le troisième marché d'applications mondial. Et au premier trimestre 2024, Harmony OS a surpassé iOS en Chine pour devenir deuxième derrière Android. C'est un grand problème. App Gallery est-elle mondiale comme Google Play? Non, pas vraiment. Le centre de gravité est la Chine. Mais toute cette adoption brute montre que Huawei a construit sa propre version très rapidement pour la Chine. Alors, en août 2023, Huawei choque tout le monde en lançant discrètement le Mate 60 Pro. Quand les gens l'ont démonté, ils ont trouvé une nouvelle puce appelée le Kirin 9000S. Maintenant, ceci a été construit en Chine par le fabricant de puces SMIC. Maintenant, voici pourquoi cela importait. La plupart des gens pensaient que la Chine ne pouvait pas fabriquer des puces si avancées sous les sanctions américaines. Maintenant, la technologie utilisée ici n'était pas l'équipement de pointe de TSMC à Taïwan, mais c'était suffisant. Oui, les rendements, c'est-à-dire le nombre de puces fonctionnelles que vous obtenez par lot, peuvent avoir été plus bas, mais la victoire symbolique ici était énorme. Washington était stupéfait, Pékin a célébré, et les consommateurs chinois, ils ont acheté le téléphone comme des fous. Même dans les limites, la Chine avait prouvé dans ce cas qu'elle pouvait toujours proposer des puces compétitives pour ses propres téléphones phares. Et cela a amené les États-Unis à resserrer encore davantage les restrictions sur SMIC en essayant de bloquer ces usines de puces les plus avancées. Alors, est-ce que cela signifie que les sanctions imposées à Huawei ont échoué ou ont fonctionné comme prévu? Eh bien, cela dépend de l'objectif réel ici, parce que si l'objectif était de ralentir Huawei et de signaler les conséquences, alors oui, les sanctions ont fonctionné. Huawei a perdu les téléphones Android mondiaux, de nombreux marchés 5G et des fournisseurs clés. Donc oui, cela a fonctionné. Mais si l'objectif ici était d'arrêter Huawei et la Chine de grimper dans l'échelle technologique, c'est exactement le contraire qui s'est produit, parce que cela les a forcés à innover par elles-mêmes. En 2023, les revenus de Huawei ont rebondi, sa domination des équipements de télécommunications a persisté et sa part de marché des smartphones en Chine a augmenté, réduisant la marge premium d'Apple. C'est une étude de cas sur les limites des sanctions quand la cible à de l'échelle, le soutien de l'État et un vaste marché intérieur. Comment Huawei gagne-t-elle de l'argent aujourd'hui? Souvenez-vous que Huawei n'est pas seulement une entreprise de téléphone. La plupart de ses revenus proviennent toujours des réseaux de télécommunications. Elle gagne aussi à partir des services cloud, des projecteurs de puissance numérique, elle fait maintenant des voitures et tellement d'appareils de consommation. L'année dernière, Huawei avait un chiffre d'affaires de 118 milliards de dollars. Et l'entreprise détient également plus de 140 000 brevets dans le monde. Elle finance de nombreux paris en même temps, dans le cloud, dans les voitures, dans l'énergie verte. Alors,
Pourquoi tant de pays ont-ils interdit la 5G de Huawei? Maintenant, la plupart des interdictions n'étaient pas basées sur des auditeurs trouvant une porte dérobée secrète. Ils étaient simplement basés sur le risque. Si une entreprise est basée dans un pays où le gouvernement peut légalement exiger la coopération de ces entreprises technologiques, voulez-vous que cette entreprise construise vos réseaux critiques? Imaginez les villes intelligentes, où tout est connecté et où les voitures se conduisent elles-mêmes. Si toute cette technologie est construite par des entreprises liées au gouvernement chinois qui pourrait peut-être être votre ennemi un jour, eh bien, c'est un grand risque. Des pays comme l'Islande ont dit « oui, nous aimons votre technologie, nous l'utiliserons ». Eh bien, le Royaume-Uni a dit non. Il a interdit le nouvel équipement Huawei 5G après décembre 2020 et a ordonné que l'équipement existant soit retiré dans les années à venir. La Suède et plusieurs autres pays ont suivi avec des mouvements similaires, tandis que d'autres pays ont juste haussé les épaules. De nombreux pays en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Asie ont continué à travailler avec Huawei. Donc, le monde s'est divisé. Huawei insiste sur le fait qu'elle est indépendante, mais de nombreux gouvernements ne sont simplement pas disposés à parier sur elle. Qu'est-ce que Huawei est aujourd'hui et qu'est-ce qui vient ensuite? Eh bien au cœur, c'est toujours le plus grand fabricant d'équipements de télécommunications au monde. Et ce flux régulier de revenus finance tout le reste, comme toute cette R&D. Ces téléphones continuent à faire un retour, les séries Mate et P sont à nouveau vendues, alimentées par des puces faites maison et stimulées par la fierté nationale. Et puis bien sûr, Harmony OS. En Chine, c'est devenu le deuxième système mobile derrière Android. Et s'il continue à croître, Huawei peut continuer à construire un univers parallèle d'applications et de services qui ne touche jamais réellement Google. Derrière tout cela se trouve une recherche implacable. Huawei dépense plus de 23% de ses revenus en R&D et c'est de l'argent qui va maintenant dans l'IA, l'infrastructure et bien d'autres choses. Huawei n'est plus seulement une marque de téléphone. C'est une question de savoir si un champion national sanctionné peut construire une pile technologique alternative complète. Parlant des puces, du système d'exploitation, des magasins d'applications, des services cloud, des voitures et même des réseaux électriques. En 2019, cela semblait impossible. Mais maintenant, cela semble plus réaliste, au moins à l'intérieur de la Chine et sur de nombreux marchés de la nouvelle route de la soie. Mais dans le monde entier, les obstacles restent. Les contrôles à l'exportation étouffent toujours la production de puces. Les pays occidentaux retirent l'équipement Huawei et encouragent d'autres pays à faire de même. Donc, bien que les États-Unis aient ralenti Huawei, les sanctions ont également durci la détermination de l'entreprise et poussé l'industrie technologique chinoise à croître plus rapidement. En fin de compte, la stratégie de Huawei est claire. Dominer à la maison, s'étendre dans le sud global et utiliser l'argent et le temps pour inventer de nouvelles choses. Si Harmony OS maintient son avance sur iOS d'Apple en Chine et si les fabricants de puces chinois peuvent augmenter la production, même avec une efficacité inférieure, alors les prochaines années ne testeront pas seulement Huawei, elles testeront si le monde peut se diviser en deux univers technologiques concurrents.